Existe-t-il une technique magique, parce qu'on a parlé de technique magique, Yes, des techniques magiques. qui marche à tous les coups Pour pour séduire? une technique magique qui marche à tous les coups. Alors, il y a plein de techniques magiques qui marchent à tous les coups. Alors, moi j'en veux trois, alors s'il y en a plein. Trois techniques magiques. Voilà, Trois techniques magiques qui marchent à tous les coups. je suis exigeante. Voilà. Première technique magique. J'ai constaté que si on approche correctement un ou une inconnue, ça marche, quel que soit le sexe, la situation, etc., alors le râteau, ça n'existe pas. J'explique ce que c'est. Le râteau, c'est vas-y, dégage, c'est non merci, je suis pressé, c'est je vais faire des courses, c'est une gifle, c'est non, en fait, j'attends ma copine. Bref, c'est terminer la conversation, au revoir. Et j'ai animé des dizaines et des dizaines d'ateliers, j'ai accompagné des centaines de personnes dans des ateliers dans la rue, et j'ai constaté que, une fois qu'on explique certains principes de base, même quelqu'un qui n'a jamais dragué une inconnue dans la rue ou dans un bar, c'est impossible, c'est virtuellement impossible pour lui de se prendre un râteau. Parmi les principes de base, sourire. Un vrai sourire, non, qui se voit touche dans les jusqu'aux yeux. yeux. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même approche entre quelqu'un qui dit bonjour, excuse-moi, et quelqu'un qui dit bonjour, excuse-moi. Ça fait peur. Donc, ça compte. Deuxième partie, il y a une question de langage corporel. Un langage corporel ouvert et avec suffisamment d'énergie pour arrêter la personne si elle est en mouvement et pour susciter son attention, ça change énormément de choses. Vous êtes dans la rue, je pense que draguer dans la rue, c'est pas un mode de vie. Je pense que quelqu'un qui a besoin de draguer dans la rue pour se sentir bien, c'est pas parfaitement équilibré comme façon d'être. Par contre, si on est capable de draguer une femme dans la rue, ou si on est capable de draguer une femme dans une boîte de nuit, on est capable de discuter avec n'importe qui. D'accord? Donc, ça peut être un bon exercice pour quelqu'un qui est timide. Et juste l'exercice de démarrer une conversation dans la rue et de se dire, il y a quelqu'un qui arrive dans l'autre sens. Si je veux démarrer la conversation, il faut que je sois capable de démarrer cette conversation. Il faut que je voie la personne à l'avance, parce que si je la vois, elle me croise et que je fais « Pardon !» Elle va partir en courant, elle va croire que j'essaie de lui voler quelque chose. Si je tapote sur l'épaule quand elle est déjà retournée, c'est l'horreur, ça marche pas non plus. Donc il faut que je démarre la conversation quand elle arrive. Et il faut que j'ai assez d'énergie pour l'arrêter dans son déplacement. Donc je vais dire bonjour. Et alors c'est drôle parce que je sais pas si on entend, mais il y a des bruits de verre cassés et ça va m'amener au conseil d'après. Donc voilà, si dans mon langage corporel, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de sourire, j'ai ce qui est suffisant pour démarrer une conversation, les gens vont toujours vous répondre. Il n'existe pas de raté. Alors, en sachant tout ça, en sachant que les femmes on aimait et puis les hommes, c'est quelque chose de très clair. Hein, quand ils passent d'une phase inactive, on va dire plus passif, à l'action, c'est assez clair. Alors, pourquoi est-ce que toujours il y a des blocages, des gens qui n'arrivent pas à faire ce pas en avant ou d'avancer? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des peurs peut-être? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure sur le côté l'inconnu qui fait peur. Et notamment dans un contexte de séduction où inconsciemment on se met des montagnes, des barrières, alors que c'est juste le fait de rencontrer quelqu'un, discuter avec quelqu'un de nouveau. Il n'y a pas forcément que mort s'en suive, on va dire. Mais effectivement, pour beaucoup de personnes, ça reste quelque chose de stressant. Et je pense qu'on peut vaincre ce stress de la rencontre si on connaît exactement quelles sont les étapes de la séduction. C'est un peu comme si on avait... Moi, j'assimile beaucoup la séduction à un labyrinthe où finalement, on a un point A où on est et le point B, c'est la personne qu'on souhaite rencontrer. Et on ne sait pas par où passer pour arriver là. Et typiquement, il y a 7 étapes, pour moi, de séduction qui peuvent s'interpréter d'un point de vue non verbal. Je peux les décrire si vous voulez. Oui. Vous le voulez aussi, quelles sont ces 7 étapes? Les 7 étapes. La première étape, et on prend note, c'est ce que j'appelle sortir du tumulte émotionnel. C'est-à-dire qu'au tout départ, le fait de vouloir faire une nouvelle rencontre, on est plutôt stressé de le faire. Et on a la gestuelle de stress. Les 7 étapes, c'est vraiment dans la gestuelle de séduction. Et la gestuelle de stress, c'est quelque chose qui n'est pas attirant. Si on commence à se gratter, on ne sait pas quoi faire, on sent qu'on est mal à l'aise.
typiquement, c'est la première étape à travailler, c'est plutôt travailler sur soi, avoir une gestuelle de confiance en soi. Le sourire, c'est ce que j'appelle la technique infaillible pour être attirant. Le sourire, c'est juste, c'est contagieux, donc la personne, ça la met dans un bel état. Ça nous met aussi dans un état positif. Donc la première étape, c'est vraiment de sortir de ce tumulte émotionnel. Donc plus un travail sur sa propre gestuelle, sur son propre état d'esprit. Ensuite, effectivement, alors ce sont plus les femmes qui vont essayer de provoquer l'intérêt du sexe opposé, donc provoquer l'intérêt des hommes à travers une certaine gestuelle. Deuxième étape. Troisième étape, ces signaux qui sont envoyés vont toucher un certain nombre de personnes, d'hommes, et donc du coup, la troisième étape, c'est la reconnaissance réciproque. C'est genre, j'ai vu que tu m'envoyais des signaux, je viens de parler. Troisième étape. Quatrième étape, c'est la conversation. Donc une fois qu'on a initié la conversation, il y a toute une gestuelle, j'appelle ça l'escalade gestuelle dans la conversation, qui vise essentiellement à, déjà il y a eu un rapprochement physique entre les deux personnes, mais à vraiment commencer à connecter et à pouvoir initier le toucher. Le toucher, c'est une étape, on revient ici à un mode de communication qui est beaucoup plus primitif, où finalement, le toucher, c'est aussi du non-verbal. On n'y pense pas forcément, mais ça en fait partie. Donc, une fois qu'il y a eu le toucher, il y a aussi, on va dire, si tout va bien, il y a le rapport sexuel, qui, au final aussi, est purement non-verbal. Et ensuite, septième étape, c'est la relation, à savoir, dans la relation qui débute, on a des signaux qui vont montrer que la relation, elle est vouée à un échec, ou à ne pas continuer, ou justement à se prolonger de belle manière. Donc en gros, voilà les 7 étapes, et dans chacune des étapes, il y a une gestuelle bien particulière. Qu'est-ce qu'une femme cherche chez un homme? Ce qu'elle cherche, c'est ça. J'avais demandé à des jeunes femmes, à plusieurs jeunes femmes, j'avais fait une enquête un peu dans la rue, ça m'amusait de faire ça, et elles disent toutes, on veut un homme, un vrai, quoi. Un homme, un vrai. C'était drôle, parce que vrai. Tout est résumé, un homme, un vrai. Donc quelque chose qui est, d'abord, c'est un homme qui est aligné avec lui-même. Alors on peut faire semblant, le séducteur peut faire semblant qu'il est aligné sans être aligné. C'est tout le travail de séduction. Faire croire, la fausse séduction. Faut comprendre que dans la séduction, vous avez deux modèles. Il y a deux hommes modèles, c'est Don Juan et Casanova. C'est pas du tout pareil. Don Juan trompe la femme. Il lui fait croire je t'aime, on va se marier ensemble, puis il se casse, même quelquefois avant d'avoir consommé, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire tomber la femme. Mais il ne sait pas où il est, lui. Il n'a pas de couilles. Et Casanova, il aime les femmes. Donc il rencontre plein de femmes, il vit avec, mais toujours elles sont plus belles les unes que les autres. Et il l'écrit dans ses mémoires. Donc il les a rencontrées, il les a admirées, il les a aimées. Alors peut-être pas très longtemps pour certaines, il n'a pas créé de couple, il n'a pas fait de couple, mais il était dans un rapport d'amour à la femme. Et moi, ça m'intéresse plus le séducteur à la Casanova, parce que le séducteur à Casanova, il peut déboucher éventuellement sur un vrai couple, sur une vraie relation, alors que celui Don Juan, non. C'est un peu destructeur. C'est complètement destructeur pour les femmes et pour lui. Parce qu'en fait, il ne se rencontre pas lui-même. Il n'est pas aligné avec lui-même. Il n'a pas de puissance. Il n'a pas une réelle puissance en lui-même. Donc ce que va chercher une femme, c'est un homme qui est aligné, déterminé, qui sait où il va, qui a un but dans la vie, qui sait ce qu'il veut, qui est, alors on dirait maintenant assertif, qui est droit, direct, et en même temps qui peut être drôle, qui peut jouer un peu au bad boy à un moment donné, mais qui est toujours droit et planté dans ses jambes et bien dans ses couilles. C'est très testiculaire, la puissance d'un homme. Non, c'est important. Ce n'est pas le pénis qui donne la puissance à un homme, ce sont les testicules. C'est-à-dire l'endroit le plus fragile de l'homme qui lui donne toute sa puissance. C'est magnifique, ça. C'est l'endroit où il est le plus vulnérable. Et c'est là que se trouvent effectivement les hormones. Mais c'est là aussi que, physiquement pour l'homme, en mettant sa conscience dans ses testicules et entre son nombril et ses testicules, il va se donner de la puissance. Il va rencontrer sa puissance en faisant ça. Alors, nous avons vu maintenant comment les erreurs à éviter. Ouais. Mais maintenant, parlons de comment réussir à séduire cette fille. Oui, donc déjà on peut en déduire ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, c'est en ne
commettant pas ces erreurs, on fait déjà C'est déjà un grand progrès. un grand progrès, oui, ça augmente considérablement nos chances. Donc déjà, il faut savoir qu'on n'a jamais 100% de certitude, bien entendu. Cette fille en particulier, je ne peux pas te garantir, que tu vas la séduire, c'est clair. Mais il y a des comportements qui peuvent augmenter les chances considérablement. Déjà, d'abord, tu acceptes que tu es le seul responsable de ton propre bonheur. C'est une question de mentalité. Deuxièmement, comme mec, tu fonces, quoi. Tu fonces, ton seul objectif, c'est la conquête. Le râteau, bah oui, ça peut arriver, mais bon, tu n'y penses pas, si tu y penses, c'est secondaire, quoi. Hein, c'est comme un joueur de foot, il tire au but, il se dit pas « Oh, moi, je vais pas tirer au but, car je risque de rater, ou le gardien risque d'attraper le ballon. Oh, prudence, non, je vais pas le faire. » Il tire au but, et s'il rate, s'il marque, et voilà. Donc, voilà, en ne commettant pas les erreurs. Maintenant, concrètement, je vais donner des exemples concrets, des comportements concrets. Donc, c'est surtout une question de communication. Mais déjà, il est clair que la communication est quelque part une traduction de ce qui se passe dans la tête et dans le cœur, et un peu plus bas aussi, du mec. Donc, la question est, comment il faut faire? Comment est-ce qu'il faut communiquer? Voilà. Eh bien, il y a 5 points. Moi, je suis un grand adepte de la méthode directe, comme on le dit, c'est en fait s'exprimer tout simplement de manière sincère, ouverte, directe. Donc déjà, il faut exprimer son intérêt. Il y a beaucoup d'adeptes de la séduction qui vont tout de suite me contredire. Oh non, ding, 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 alerte rouge, ce n'est pas vrai, il ne faut pas montrer son intérêt car il n'y a plus de mystère. Hein. Comment dire ça, tu te mets dans une position défavorable. Enfin, la fille connaît tes intentions, il n'y a plus de challenge et tout ça. Et moi, je dirais que c'est faux. C'est faux. Il faut nuancer. Ce qui compte, c'est la façon dont on le fait. Donc, comment montrer ton intérêt? Si c'est un mec prudent, motivé par la peur, qui après X mois a craqué et a décidé de faire la déclaration d'amour, vous connaissez apparemment, vu votre réaction. Ça choque un peu. Alors, Marina, expliquez-nous, ça comprend quoi d'être love coach? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Qu'est-ce que vous faites vraiment concrètement? Moi, ce que je fais concrètement, donc bien sûr, il y a différents love coachs. Il faut savoir qu'il y a des coachs, même au sein des love coachs, il y a des love coachs qui sont très spécifiques. D'accord. Moi, je suis plus orientée sur le coaching des femmes. Et je vais aider les femmes qui ont été blessées par l'amour, qui ont été blessées en amour, qui ont été déçues. Je vais les aider déjà à reprendre confiance en elles, à croire à nouveau en l'amour, à se relancer dans leur vie amoureuse, à reprendre leur responsabilité. Ça, c'est une notion très importante pour moi. Reprendre la responsabilité dans sa vie amoureuse, arrêter de se victimiser. Et je vais les aider également à trouver l'amour et à avoir une relation de couple épanouie à travers des outils concrets. Des outils concrets, j'adore, fantastique. J'adore ça et plus simple, n'est-ce pas? Des outils simples et concrets. Alors, Maria, pour vous, dans votre expérience, hein, comment ça se fait, au fait, que tellement de personnes manquent donc de confiance en elles? Oui, c'est vrai. Il y a énormément de personnes qui manquent de confiance. Je pense qu'un grand facteur, c'est l'éducation, notre passé familial. Mais attention, nous ne sommes pas là pour faire un procès contre nos parents. C'est pas un jugement. Voilà, exactement. Eux aussi, ils ont fait de leur mieux et eux non plus, ils n'avaient pas appris. Donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, dans la plupart des cas. Hein. Mais ça n'a pas toujours été suffisant. Et je ne sais pas vous, Jessica, mais moi, quand j'étais à l'école, je n'avais pas de cours de confiance en soi. Non. Et d'ailleurs, il faut travailler plus, il faut avoir des meilleures notes et à se comparer entre camarades et tout. Ça n'instille pas exactement la confiance. Et malheureusement, dans notre société, nous manquons de modèles et d'exemples pour prendre confiance en nous. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inné. Je crois qu'il y a peu de personnes qui naissent
Non, c'est faux ce que j'allais dire. En fait, nous naissons tous avec la confiance. Avec de la confiance. Mais elle est effritée, diminuée par plein de choses qui nous arrivent. Mais même des choses qu'on peut paraître innocentes et qui sont... moi, ça me fait penser aux enfants. Ça me fait penser aux enfants. Et on dit, oui, les enfants, il faut leur donner une éducation. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si tu mets les doigts dans la prise, tu vas te faire électrocuter. Oui. Par contre, un enfant... Et ça, c'est vrai. Un enfant à cet âge-là ne comprend peut-être pas que de dire non, ne fais pas ça, c'est pas quelque chose qui est impersonnel, c'est juste un fait en disant tu vas te faire mal, et peut-être le prend comme une attaque personnelle. J'ai envie d'être moi-même et de découvrir, donc mettre les doigts dans la prise. Ça fait partie de mon expérience. Ça fait, voilà, de mon expérience. Et on ne me laisse pas être moi-même. Donc, bien sûr, les parents doivent dire non, parce qu'on ne va pas vous laisser un enfant mettre les doigts dans la prise. Mais en même temps, l'enfant peut prendre ça comme un blocage, on va dire, à sa personnalité, à sa confiance en lui. Tout à fait. Il dit, alors il prend ça comme message en disant, quand moi j'ai une impulsion de vouloir faire quelque chose, c'est pas bien. Donc c'est vrai que de toute façon, on va avoir des choses qui vont diminuer notre confiance en nous. Oui. D'autres plus que... D'autant plus que souvent, cette éducation passe par des messages maladroits. De genre, il ne faut pas mettre le doigt dans la prise, certes, mais qu'est-ce que tu es bête de mettre le doigt dans la prise? Je t'avais dit de ne pas le faire. Donc justement, on peut changer sa voix quand on ne l'aime pas. On ne peut pas changer la tessiture de sa voix. Okay. On peut changer, la tessiture, c'est notre voix naturelle, d'accord? On peut changer la manière d'entendre sa voix, et on peut changer la manière de projeter sa voix. Par exemple, vous arrivez à switcher de voix, mais... Moi, je peux switcher complètement de voix, parce que je suis ce qu'on appelle un caméléon de la voix. Mais n'importe qui, je vous donne par exemple un exemple. Vous êtes au café, ça fait 10 minutes que vous attendez. Vous n'allez pas faire « garçon ». Vous n'allez pas faire « garçon, s'il vous plaît » avec une voix douce. Vous allez faire « garçon, s'il vous plaît ». Votre intention, c'est de capter l'attention du garçon pour qu'il se retourne. Si vous faites « garçon », il ne se retournera pas. Si vous faites « garçon » et vous ne réfléchissez pas à votre intention. Donc c'est la même chose. Si vous parlez à une femme, si vous parlez à un homme que vous voulez le séduire, ne parlez pas en disant « bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît ». Vous allez parler avec une voix douce parce que votre intention et de séduire. Vous voyez toute la différence? Et vous parlez tout à l'heure de confiance en soi, c'est-à-dire que la voix est directement liée à la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, à partir du moment où on maîtrise sa respiration, à partir du moment où on maîtrise sa voix, que l'on connaît sa voix, parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est se connaître soi et surtout s'accepter soi. C'est accepter, s'aimer et accepter d'aimer sa voix, qu'elle soit belle ou moins agréable, on doit accepter parce que c'est notre être. Si vous avez un poireau là sur la tête, vous ne pouvez pas le retirer, vous êtes obligé de vivre avec. Mais peut-être, regardez Barbra Streisand, un nez horrible, une voix formidable et un charisme exceptionnel. Voilà, eh bien accepter ce que l'on est avec ce que l'on a au fond de soi. Mais ce qu'il faut arriver à changer, ce n'est pas sa voix, c'est sa manière d'être interne. Et ça, la confiance en soi, à force de connaître sa voix, parce que souvent, pourquoi vous n'aimez pas votre voix? Pourquoi vous ne l'aimez pas? Parce que, en fait, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez que... Là, quand on parle, vous voyez, ma voix, elle part dans l'univers. Et donc, vous n'entendez pas le retour de votre voix. Faites un exemple. Oui, quand on enregistre et on s'écoute soi-même, il y a beaucoup de choses. Ah, j'aime pas quand je m'écoute. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a pris du temps à m'habituer de ma voix quand elle est enregistrée. C'est comme ça que les gens m'entendent. Exactement. Alors, Alexandre, comment garder le contrôle en séduction? Jessica, vous me posez la question que toutes les femmes se posent. Donc ça, c'est la question à laquelle j'ai bien sûr préparé ma réponse. Alors en fait, c'est une question qui est extrêmement importante parce que dans la séduction, les femmes aiment être courtisées. Vous aimez qu'on vienne vous voir, qu'on vous fasse de belles déclarations d'amour, qu'on vous dise à quel point vous êtes formidable. Et donc à ce moment-là, les femmes perdent ce que j'appelle le contrôle, justement, comme vous pouvez le dire dans la question, en séduction. L'homme, il a les cartes en main et là, il décide. Est-ce que j'ai envie d'être dans une relation avec elle ou pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de la séduire ou pas? Et donc du coup, pour garder le contrôle dans cette séduction, mesdames, vous allez devoir agir. C'est vrai que
c'est normalement aux hommes d'avoir des premières actions. Mais il y a un principe essentiel que moi j'ai mis en place et qui marche pour la majorité des femmes que je coach, c'est la réciprocité. Aujourd'hui, dans une forme de séduction, vous allez devoir prendre les choses en main et donc proposer vous-même des rendez-vous aux hommes et surtout vous montrer unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez avoir un contrôle sur un homme, vous allez devoir présenter quelles sont toutes vos qualités, quelles sont vos passions. Par exemple, si vous aimez le saut en parachute, n'hésitez pas à proposer un saut en parachute à un homme. Si vous aimez le karting, emmenez-le à un karting. Si au contraire vous aimez les balades romantiques, les musées, n'hésitez pas à exprimer votre personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est que les femmes ont tendance à laisser le soin à l'homme de choisir. Comme tu veux, c'est la phrase préférée des femmes. On n'aime pas faire des choix. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir le contrôle, vous allez instaurer cette réciprocité. Plus vous allez vous ouvrir aux hommes, plus vous allez l'attirer vers vous, et plus il aura envie aussi de vous faire découvrir son monde à lui. Et on aura une relation qui ne sera plus superficielle, on aura une relation qui sera réellement basée sur votre personnalité, sur ce que vous aimez, et surtout sur votre authenticité. Et l'homme pourra faire de même derrière. Donc ça, c'est le premier point pour reprendre le contrôle. Ensuite, je suis partisan du fait de dire qu'aujourd'hui, dans notre vie amoureuse, on a tendance à lâcher prise. On a tendance à lâcher prise, mais de manière trop lente. C'est-à-dire qu'on va lâcher prise une fois, deux fois, et puis après, on va se poser tout un tas de questions. Oh là là, est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que le rendez-vous lui plaît? Est-ce que c'est cette attitude-là que je dois avoir? Et donc, dans mon coaching, ce que je vais transmettre aux femmes, c'est le lâcher prise total. Si aujourd'hui, vous voulez avoir le contrôle en matière de séduction, vous allez devoir penser à vivre l'instant présent. Et vivre l'instant présent, c'est surtout oublier: est-ce que vous êtes en bonne posture? Est-ce que cet homme est vraiment attiré par vous? Toutes les petites questions là, toute cette voix qui revient régulièrement autour de vous, qui vous dit: mais est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour lui? Est-ce que finalement c'est vraiment le bon père de famille alors que vous le connaissez que depuis 2, 3, 4 semaines seulement? C'est vrai qu'on se fait pas mal d'histoires Voilà. au début. Il y a beaucoup de questions qui reviennent et je vous rassure, même nous les hommes, on s'en pose énormément. Donc aujourd'hui, pour reprendre le contrôle, c'est très simple. La réciprocité, donc là c'est déterminer des actions, prendre des initiatives et surtout lâcher prise. Par rapport aux sites de rencontres, parce que les sites de rencontres, ça devient de plus en plus difficile de bien... Comment cartonner, au fait, dans les sites de rencontres? Ok, je vais te donner quelques secrets. Alors là, vraiment, on arrive dans la partie secrète, c'est là où il faut vous être attaché. On arrive dans la partie secrète de cette vidéo. Vous pouviez zapper jusqu'à maintenant, c'est maintenant que ça commence. Il y a des... là, on jette vraiment le téléphone par la fenêtre. S'il était posé, on le jette vraiment dans la cuvette d'eau, quoi. Il y a des... c'est sur Internet... Alors, en général, ce qui se passe, c'est lorsqu'on... Alors, il y a les hommes et les femmes qui sont vraiment deux stratégies qui sont complètement différentes. Les hommes d'un côté, lorsqu'on arrive et qu'on se connecte comme un homme, tu n'as jamais dû connaître ça, mais quand on se connecte sur le web en tant qu'homme, malheureusement, personne ne nous parle en face. Et alors, soit on est sur des mythiques et des sites classiques où il faut aller demander à beaucoup de femmes pour en avoir finalement une qui nous répond. Il y a une population il y a à peu près 7 hommes pour 3 femmes sur Internet. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur les sites de rencontres. Donc soit on est un homme et on se galère, et dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, ça va être faire une fiche la plus originale possible, qui sorte un peu du lot, qui donne envie. Souvent, ce qu'on voit sur ces fiches, c'est jeune mec sans prise de tête, cherche femme sympa, et ça s'arrête là. Donc là-dessus, on n'a pas forcément envie d'aller, je ne sais pas, est-ce que tu irais biper un mec comme ça? Non, pas forcément, quoi. Donc il faut une belle description, c'est ça les deux clés, une belle description et une belle photo. Il a été prouvé bizarrement que pour les hommes, il fallait sourire sans montrer les dents, je ne sais pas pourquoi. Sourire sans montrer les dents? Ouais, c'est une statistique, c'est un bon secret, c'est une statistique de 2013. Donc ce serait, je le fais face aux caméras. Donc là, je suis bon. pour avoir du succès. Alors là, toujours, on est dans les statistiques, ne respectez pas ça, faites comme vous plaisez à vous-même, quoi. Ouais. Si on est un homme, c'est mettre une chemise, sourire sans montrer les dents, prendre la vue d'un peu du dessus, quoi. Ouais. De préférence, pas un selfie, parce que ça veut dire, c'est horrible. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'amis. Sans t-shirt, alors là, non. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas un seul ami. Et de préférence aussi, voilà, avec des gens autour, pourquoi pas, enfin montrer qu'on est un peu sociable et rigolo, quoi. Donc sourire. Et là c'est bon, ça clique. Ça clique, c'est bon. Si on a alors, dans la description, toujours marquer des choses sur nos passions, des choses qui font qu'après ça, les femmes vont pouvoir venir nous dire, voilà, Antoine, je vois que tu aimes, je sais pas, j'aime le beurre salé, j'aime faire de la planche à voile, j'aime un truc, j'aime un cinéma, un type de film particulier. Et dans ce cas-là, ce sera le moment de démarrer quelque chose et puis on aura au moins un point en commun parce qu'elle aimera ça aussi et moi aussi, ça fera un truc, quoi. Toujours miser sur de l'humour, être un peu second degré, éviter les phrases bateaux comme
Carpe diem, qui est le mot qu'on voit à peu près toujours. Je suis un mec, je suis une fille, moi je suis un peu genre carpe diem, quoi. On s'en fout, quoi. En plus, une fille est jamais carpe diem, quoi, qu'on se mette d'accord. C'est pas du tout macho ce que je dis, mais c'est rarement carpe diem. Je suis en couple, je sais de quoi je parle. Et Ah, j'ai rien dit. donc, on parle de soi, on met ses goûts, etc. Puis après ça, voilà, une photo classique, normale. On se met pas tout nu non plus, hein, on évite, on se met une petite chemise classique, un truc classique, détendu. Donc, je vais continuer sur Tinder et poser la question, comment faire de plus de rencontres avec Tinder? Alors c'est vrai que j'ai donné pas mal de pistes préalablement dans l'autre question. Alors une photo de portrait, c'est malheureusement et heureusement, tout est dans l'image, les premières minutes et les premiers instants. Après, il y a la conversation qui rentre en jeu et c'est là qu'on peut faire la différence. Et ensuite, on va confirmer par une prise de numéro et une rencontre. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que lors de la rencontre physique, tout va un peu s'annuler. C'est-à-dire que ce qui a eu lieu auparavant ne comptera que pour 10 ou 20% de ce qu'on s'est dit. Et la vraie interaction, c'est qu'on revient encore une fois à ce qui est le vrai, c'est-à-dire l'humain et le relationnel. Et c'est ça qui fait toute la différence après. Donc tout ce qui a eu lieu avant, tend à disparaître et on se focalise sur la vraie rencontre. Donc une photo de portrait, une approche originale. Ne pas hésiter aussi à prendre des risques et voir différentes sortes d'approches par rapport aux gens qu'on peut avoir. Et c'est un peu difficile ce que je veux dire, mais ça marche aussi pour ceux qui habitent dans les grandes villes forcément, puisque ça brasse plus de monde. Donc si on habite dans des capitales, si on habite dans des très grandes villes, stations balnéaires, etc., on va avoir plus de chances de rencontrer du monde. Donc pour ceux qui habitent dans des plus petites villes, il faut augmenter le rayon de rencontre. C'est-à-dire qu'on peut limiter à 10 km, on peut faire jusqu'à 100 km. Et donc on rencontre beaucoup plus de gens potentiellement. Donc effectivement, ça privilégie un peu plus aujourd'hui, maintenant ça va peut-être évoluer encore, ça continue à évoluer, mais ça privilégie un peu plus les gens qui habitent dans les grandes villes. D'accord. Par définition. Et alors, on a vu tout ce qu'on pourrait faire et pourquoi pas voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quelles sont les erreurs à éviter sur Tinder ou en séduction? Alors il y en a beaucoup, je vais commencer par Tinder. Tinder, c'est tout ce qui est les selfies, comme on disait tout à l'heure, les photos. Les photos avec le miroir. Alors voilà. Moi, c'est le miroir torse nu, voilà. Ou alors comme ça pour voir le trou. Le trou de nez, voilà, c'est toujours très séduisant. Donc il faut éviter ça. Donc tout ce qui est photos, lunettes de soleil, on oublie, torse nu, on oublie, les selfies, on oublie, les photos qui sont prises dans un groupe, on dégroupe, on met, on oublie. Les photos, tout ça avec son chat ou son chien, on oublie aussi. Pour les femmes aussi? Les femmes, elles ont toujours, de temps en temps, on voit des chats ou des chiens dans le fond de la photo, c'est marrant. Mais c'est bizarre, mais c'est une très bonne question parce qu'on accepte beaucoup plus de choses bizarres de la part des filles. Parce qu'on dit, ah, c'est mignon, ah, elle est mignonne avec son chat. Et quand on voit un mec avec un chat comme ça, on se dit, c'est bizarre. Mais vous dites vraiment, les hommes disent, ah, c'est mignon avec le chat? Ouais, on se dit, bon, il est mignon le chat. Mais une fille, elle va se dire, qu'est-ce qu'il fait avec son chat? C'est bizarre, c'est ça qu'un homme, comme ça, qui fait avec ça, quoi. Et donc, on a plus tendance à accepter pas mal d'erreurs, enfin pas mal d'erreurs, c'est pas des erreurs, mais on a plus tendance à accepter des choses de la part des filles que réciproquement. Voilà, donc pas mal. Et effectivement, arrêtez, pour ceux qui nous regardent, arrêtez de faire toujours les mêmes approches. T'es mignonne, je te trouve jolie, je te trouve charmante. Tout le monde le fait, c'est chiant, et voilà, c'est vraiment à éviter. Quels sont ces enjeux-là pour celle ou celui qui séduit donc? Alors, je pense que c'est vraiment important de dissocier celui qui séduit de celui qui est séduit. Je répète une dernière fois, si vous êtes tous les deux à égalité, si vous êtes tous les deux des professionnels de la séduction, c'est un rapport de force de séduction. Et si vous êtes tous les deux simplement séduits par l'autre et dans quelque chose de l'ordre d'une relation fluide qui se met en place, on n'est pas dans le registre qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir ce qui se passe pour celui qui se surprend à séduire et celui ou celle, c'est toujours celui ou celle, c'est les deux, qui se surprend à être séduit. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez le séducteur professionnel ou qui utilise la séduction comme un masque, comme une façon d'avancer. Et puis il y a celui qui tout à coup se dit « Ah, mais je suis en train de minauder. » C'est pas la même chose. C'est tout à coup, la fille devient un peu gnangnan et voilà, ce genre de truc. Et puis le garçon commence à avoir sa voix qui descend dans les graves. Ouais, ça va, poulette. Il ne le dit pas comme ça, mais on est dans cette énergie-là. Donc ça, c'est tout à coup, je suis en train de me rendre compte que je suis dans le jeu de la séduction et ça me plaît. Et là, on retombe dans le cas de figure de tout à l'heure, on est dans la réciprocité. Moi, ce dont j'ai vraiment envie de parler, c'est de ce qui se passe pour celui qui séduit malgré lui, ou celui ou celle,
et qui va se retrouver finalement dans une posture où je séduis, j'obtiens la reddition de l'autre, et finalement il y a quelque chose qui ne me satisfait pas et je recommence. Et c'est pas ce que je cherche, l'homme ou la femme de ma vie. Et je vois beaucoup d'hommes comme ça, je vois des femmes aussi, mais plus masculins. Enfin, dans la population que je rencontre, dans les clients que vous voyez. Voilà. Ça ne signifie pas que c'est pareil partout. Il n'y a pas d'exception à la réalité. Enfin... Mais concrètement, parmi mon expérience de terrain, les quelques hommes que je suis amenée à coacher qui sont à la recherche de leur partenaire, mais qui passent leur temps à séduire et à dire que ça ne va pas et à recommencer. Je ne parle pas de ceux qui se font larguer, je parle de ceux qui espèrent, qui veulent se marier au bout de 3 jours, c'est une caricature, mais qui sont à fond dans la relation et puis qui en 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an maximum, s'arrêtent et disent mais je ne comprends pas, j'arrive pas à construire une histoire. Je pense à ceux-là qui pensent être de bonne foi, qui ne sont pas des manipulateurs par excès, ils le sont peut-être par défaut mais pas par excès. Et je pense à toutes ces femmes qui se lancent dans des tas d'histoires, dans l'espoir de rencontrer la bonne personne et qui finalement ont des histoires courtes. Là, c'est plus court chez les femmes, c'est en général entre 4 jours, parce qu'il y en a un qui n'a pas rappelé, plutôt lui, ou elle quand c'est pas ça, 4 jours et 4-5 mois maximum. Et ça, c'est une population que je rencontre très souvent sur le marché de la rencontre. C'est-à-dire que c'est une population qui est prise à son propre piège. Et c'est donc pour ça que j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui. Alors, quelles sont les conséquences possibles ? Alors, les conséquences possibles, si l'on n'est pas authentique, justement, ça va être... elles sont nombreuses. Donc déjà, on risque d'aller vers quelqu'un qui ne nous correspond pas. Parce qu'en n'osant pas être nous-mêmes, on va montrer un personnage qui n'est pas nous, et on risque d'aller vers des personnes à qui ce personnage va plaire, mais qui ne nous correspondent pas. Donc ça, c'est le premier risque. Sur le moment, la personne pourra nous attirer, mais ça ne veut pas forcément dire, parce qu'elle nous attire, qu'on pourra développer une relation durable. Vous voyez, il y a vraiment à distinguer l'attraction de l'envie de construire une relation. On peut aussi s'enfermer dans quelque chose de compliqué, parce qu'en jouant ce rôle-là, on va commencer une relation. Par exemple, moi j'ai une femme que j'accompagne, elle s'est faite passer pour une femme très forte, une jeune femme très indépendante, aimant les enfants, voulant des enfants, pour plaire à un homme pour qui fonder une famille, c'était essentiel. Il était plus âgé qu'elle. Et elle s'est enfermée dans cette relation-là, elle est très amoureuse. Le problème, c'est qu'elle a joué un rôle et qu'au final, elle ne veut pas d'enfants. Qu'elle n'est pas si forte que ça, elle a vécu des expériences traumatiques, comme par hasard, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils essaient d'en avoir, elle n'arrive pas à en avoir. Lui et elle, là, n'arrivent pas à se comprendre. Il lui reproche le fait que là, elle ne se sent pas bien actuellement. Et qu'elle n'est pas forte. Qu'elle n'est pas forte, parce que ça va jusqu'au point de dire « je n'ai pas signé pour ça ». Ça voulant dire « j'ai signé pour une femme forte ». Là, tu es en train de montrer ta vulnérabilité. Moi, ce n'est pas ça que j'ai vu et sur lequel je me suis engagée. Vous voyez, donc, ça crée énormément de problématiques dans les relations lorsqu'elles continuent. Donc, on a tout intérêt à se montrer authentique dès le début. Donc, évidemment, il y a ces conflits qui peuvent arriver dans la relation. Les reproches de la personne qui veut que l'on colle à la personne qu'on lui a montrée au début, mais aussi la pression que l'on se met soi-même. Cette jeune femme, par exemple, se met une énorme pression pour vouloir tenir le rôle. Elle n'était absolument pas dans une relation authentique. Je l'ai invitée et encouragée à le faire au fil des séances parce qu'elle commençait à aller dans une dépression, parce qu'elle n'était pas du tout en accord avec elle-même. Alors, un homme qui a des réactions un peu de fuite, qui donne pas de nouvelles, etc., il y a des gens qui peuvent penser que c'est quelqu'un qui est... et interpréter ça comme de la lâcheté, de l'immaturité. Peut-on dire qu'il y a des hommes qui sont toxiques à éviter à tout prix, et donc comment les reconnaître? Donc comment pas tomber dans ce piège, on va dire? Oui, alors effectivement, ça existe, malheureusement, les âmes toxiques. Il n'y a pas que ça. C'est pas la majorité des hommes, heureusement. Je pense qu'il y a des hommes formidables, il y en a beaucoup plus qu'on peut le penser. Oui, ça, effectivement. Mais effectivement, malheureusement, il y a aussi des profils d'hommes à éviter. Il faut faire attention.
c'est par exemple les hommes, les manipulateurs, les pervers narcissiques, par exemple, les hommes qui cherchent un coup d'un soir, etc. Alors, globalement, et sans rentrer dans les détails de chaque profil, parce que... On peut en parler pendant des heures. Voilà. Mais on va dire que tout simplement, un homme toxique, c'est un homme qui vous fait du mal, qui sait que son comportement vous fait du mal, mais qui n'arrive pas à faire autrement, qui ne sait pas s'arrêter, qui ne sait pas s'excuser. C'est un homme, soit il en est conscient et il ne sait pas, soit il n'en est pas du tout conscient et quand on le met au courant, il n'arrive pas à faire autrement. Donc il continue, il persévère dans... C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de toxique, c'est-à-dire quelqu'un qui nous fait du mal, consciemment ou même pas consciemment, mais quand on leur dit, on leur porte attention, on met ça dans le côté conscient, on va dire, et il ne peut pas faire autrement, enfin il ne sait pas quoi faire. Oui, alors ça c'est plutôt une définition, ce que je viens de dire. Après, pour le reconnaître, parce que souvent on a la tête dans le guidon. Oui. Ou dans les étoiles, on va dire, dans les nuages. Voilà. On rêve, on est amoureux. Voilà, donc on a la tête dans les étoiles et on sait pas trop comment le reconnaître. Alors en général, les amis sont quand même, ce sont des bons guides dans ce cas-là, mais souvent on n'a pas non plus envie de les entendre. Alors il y a des questions à se poser. Il faut surtout comprendre le mécanisme de toxicité. Alors, ce qui se passe en général avec un homme toxique, c'est qu'il réveille en soi quelque chose de plus intense, on se sent bien avec lui parce que si on est amoureux, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a des étincelles, il réveille quelque chose en nous, voilà, on se sent bien avec lui. Mais parfois, comme ça, tout d'un coup, il retourne sa veste, il s'éloigne, il fait le mort, on n'entend plus parler de lui, puis il revient tout d'un coup. Il joue du chaud et du froid, on ne le comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, on est accro. Et quand on comprend d'où vient ce sentiment, cette addiction, ça fait un petit peu effet de douche froide. Comment pouvons-nous justement alors intégrer ce féminin sacré dans notre vie? Alors en fait, moi je propose 3 axes pour intégrer le féminin sacré dans la vie. Donc je travaille sur l'axe du corps, du cœur et de l'âme. Et en travaillant de cette manière-là, ça permet de retrouver un alignement qui est juste par rapport à qui on est, de se réaligner sur sa propre vibration et du coup par rapport à la séduction, de trouver un partenaire qui est aligné lui aussi corps, cœur, âme avec celle qu'on est vraiment. Et pour ces axes-là, pour ces 3 axes-là, donc pour réintégrer la dimension du corps par exemple, je donne des outils qui sont très très simples. En fait, j'accompagne vraiment chacune à se reconnecter à son cycle, déjà le cycle menstruel qui est un outil pour la femme pour se reconnecter aux énergies du féminin. Donc voilà, j'accompagne à ça de manière à ce que le cycle puisse être un outil, un guide pour se remettre à l'écoute de son ressenti. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que ça me fait de toutes ces énergies qui passent à l'intérieur de moi? Et en fonction de là où on en est dans son cycle, on est plus ou moins réceptive. Et ça permet d'ouvrir de nouvelles perceptions et d'être de plus en plus juste avec qui on est. Et par rapport à ce cycle, on a aussi, en se reconnectant à lui, la possibilité de prendre conscience qu'on a vraiment un contrôle sur notre corps. C'est-à-dire que moi, j'enseigne par exemple que lorsqu'une femme a ses règles, elle a la possibilité, en se reconnectant vraiment à son corps, à son utérus et au col de son utérus, de maîtriser ce flux qui coule et du coup d'être en mesure de fermer ou d'ouvrir et de ne plus avoir par exemple besoin de protection
et de vivre ça de manière naturelle, très bien, en reprenant ce pouvoir, cette maîtrise du corps. Et le fait de savoir ça, de dire aux femmes, vous avez ce pouvoir-là sur votre corps. C'est incroyable. Vous avez cette possibilité de reprendre par l'intention, par votre pensée et par la possibilité de vous reconnecter à cette partie de votre corps, la possibilité d'agir sur les muscles et sur tout ça. Et du coup, à partir du moment où on se dit « Waouh, j'ai la possibilité de faire ça sur mon corps », j'ai la possibilité de faire ça sur tout, sur mon cœur, sur mon âme. J'ai vraiment la possibilité de reprendre le pouvoir sur ma vie. Moi, je pense qu'en fait, il faut commencer, pour avoir confiance en soi, ce qui est un des piliers de la réussite, il faut commencer à avoir des résultats. C'est difficile d'avoir confiance en soi en ayant tout le temps des échecs. Donc moi, je pense que la première des choses, c'est de partir de là où on réussit facilement, naturellement, et après d'étendre sa zone de confort à partir de là. Ou parfois de se poser la question simplement entre ces trois paramètres, c'est ça que l'idée c'était un grand, qu'est-ce que je change, enfin, qu'est-ce que je change vraiment? Est-ce que je change les filles que je cible, le type de filles que je cible? Est-ce que je change le contexte dans lequel je vais, ou est-ce que je change ma manière d'être, qui je suis, mon game, etc. Et il y a vraiment ces trois aspects. Alors, la plupart des coachs, la plupart des gens vont surtout s'intéresser aux paramètres de soi, c'est-à-dire être mieux habillé, développer sa confiance en soi, avoir plus de techniques de séduction. Bien sûr, c'est important d'aborder plus, développer, je sais pas, voilà, tout ce qui va être body language, petite astuce. Bon, il y a plein de choses dans le game. Mais on peut aussi, simplement, le fait d'être la même personne à un autre endroit peut tout changer. C'est-à-dire, on est la même personne, on ne se change pas, mais on change les endroits qu'on fréquente. Moi, j'ai eu des clients, enfin, j'ai eu un client, il n'était pas à l'aise en street pick-up. C'était pas vraiment son truc. À partir d'un certain âge aussi, il faut dire les choses. Enfin, le street pick-up, la drague dans la rue, c'est vrai que c'est plus un truc qui marche bien jusqu'à un certain âge. À partir de 40 ans, 45 ans, draguer dans la rue, ça peut faire un peu bizarre. Et donc là, il faut réorienter sa stratégie de séduction en fonction de qui on est et trouver un peu le meilleur mix en fait, pour qu'il y ait, et c'est une alchimie entre ces trois paramètres. Donc il est allé, je l'ai mis sur un site de rencontre, je l'ai changé de site de rencontre et là, maintenant il a plein de résultats sur ce site en particulier, qui n'est pas du tout un site qui est mainstream, qui n'est pas du tout mythique ou adopte un mec ou machin, c'est juste autre chose de plus personnalisé sur lequel lui il va avoir des résultats. Mais moi par exemple, dans cet environnement, je n'aurai aucun résultat. Donc la rencontre ou la réussite, ce que je veux dire, c'est que la réussite dépend bien sûr de soi, dépend bien sûr du fait d'être mieux, de se développer personnellement, mais aussi dépend de l'harmonie entre soi et les autres, c'est-à-dire de soi, du contexte et de la personne qu'on séduit. Voilà, parce qu'il n'y a pas de réussite sans les autres, c'est toujours une relation à l'autre, une relation aux femmes, une relation aussi au contexte dans lequel on est. Si moi, par exemple, cette fille me plaît, mais que ses amis me rejettent, je vais jamais sortir avec elle, parce que je vais être rejeté par son groupe d'amis. Si moi, je ne plais pas à sa copine, si je parle à une fille et que sa copine, je ne lui reviens pas, je ne l'aurai pas. Alors même que je peux lui plaire. Donc on voit bien que la séduction et la rencontre, et la réussite des rencontres, elle est multifactorielle. Elle n'est pas uniquement liée à soi en fait.